Sud Radio, les jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Vous êtes avec nous en direct de 10h à 13h avec les débats de l'été. On l'a vu avec nos débatteurs. L'actualité, bien sûr, ce matin, ce sera cette cérémonie d'ouverture tout à l'heure, bien sûr, des Jeux Olympiques. Ça y est, c'est fait. C'est Paris la fête. Aujourd'hui, un petit peu chagriné, on l'a vu bien, par le temps et chagriné aussi par cette attaque contre la SNCF. Ces 5 postes de ligne LGV qui ont été incendiés. Une opération préméditée, coordonnée, disait le président de la SNCF sur les ondes de Sud Radio tout à l'heure. Et je voudrais, Joseph, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Joseph Ruiz qui a préparé les Jeux Olympiques dans tous leurs états sur Sud Radio, les coulisses et l'actualité des JO. Évidemment, la cérémonie d'ouverture, en tout cas ceux qui en assurent la sécurité, est impactée par ce qui vient de se passer à la SNCF. Et je voudrais vous citer ce communiqué du parquet de Paris, la justice, le parquet qui s'est saisi au titre de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée dans toute la France, sur l'ensemble du territoire, de cette affaire de la SNCF, de ces sabotages, de l'ensemble de ces dégradations volontaires causées par certains, évidemment, qui sont ardemment recherchés sur des sites SNCF. Avec plusieurs chefs d'accusation éventuels, en tout cas, l'enquête est menée pour détérioration de biens de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est sans doute un des crimes les plus graves. Dégradation et tentative de dégradation par moyens dangereux en bande organisée, atteinte à un système de traitement automatisé de données en bande organisée là encore. Bref, tout ça, c'est association de malfaiteurs. C'est le communiqué de presse à l'instant du parquet de Paris, je vous le disais. Et puis, nous allons tout de suite rejoindre la gare Montparnasse, qui est peut-être la gare la plus touchée, en effet, la gare Montparnasse à Paris, celle qui dessert Bordeaux, le Sud-Ouest, Toulouse, bien sûr, mais aussi la Bretagne, qui est la plus touchée, puisque les trains ne repartent pas. Enfin, on va le voir avec Clément Arion, reporter pour Sud Radio. Vous êtes Clément, gare Montparnasse. Dites-nous un peu où on en est. Eh bien, il y a des centaines de personnes qui attendent dans la gare Montparnasse et aussi devant le parvis. Une foule quand même un peu moins dense que ce matin. Je viens de discuter avec une mère de famille qui devait se rendre à Bordeaux avec ses enfants. Eh bien, après 4 heures d'attente, elle a préféré rentrer chez elle jusqu'à ce que les prochaines informations soient données. Aucune circulation à partir de la gare Montparnasse jusqu'à 13h. 800 000 voyageurs concernés donc par les perturbations. La SNCF a quand même annoncé que les clients seront remboursés à 100%. Voilà Thierry, tout le monde cherche un petit peu une solution. Je viens d'avoir quelqu'un aussi qui me disait qu'il allait peut-être partir dans le sud-ouest en voiture finalement. Voilà, il y a trois trains annoncés sur les panneaux affichage seulement. Alors quelle est un peu l'attitude finalement des voyageurs qui savent qu'ils vont être remboursés, mais est-ce que ça suffit à les contenter parce que c'est un départ en vacances ? Eh bien, j'ai l'impression qu'ils prennent ça avec un petit peu de philosophie. J'ai une dame qui m'a dit aussi, bon voilà, c'était le jour de la cérémonie d'ouverture, c'était peut-être pas la meilleure journée pour partir, voilà. Donc c'est quand même assez calme. Les gens sont assez calmes. Donc les gens sont assez raisonnables. On l'a entendu avec dans votre reportage, le son tout à l'heure dans le journal de cette jeune fille qui disait il faut prendre notre mal en patience. On va quand même s'interroger sur les questions de sécurité, Joseph. Ouais, effectivement, et on va en parler tout de suite avec Axel Ronde, porte-parole police CFTC. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, on est sur des événements graves avec le parquet de Paris qui ouvre une enquête pour association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes et délits. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ce qui s'est passé concrètement, Axel Ronde ? Écoutez, oui, ce sont des actes de sabotage, il faut pas avoir peur de dire le nom, et d'ailleurs il s'agit d'une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, et nous on espère que la justice ne tremblera pas quand ces saboteurs seront arrêtés, parce que vous imaginez bien que s'attaquer comme ça des voies ferrées et des lignes de TGV, ils ont réussi à s'introduire finalement sur les voies qui sont quand même protégées, et ils ont détérioré des câbles d'alimentation et surtout de signalisation et d'information pour les TGV. Donc ce sont des individus qui connaissaient extrêmement bien les lieux, qui connaissaient extrêmement bien la capacité à nuire totalement
contre la SNCF pour bloquer finalement tous les TGV en France. Hein. Donc on voit bien que ce groupuscule qui a attaqué la SNCF et la France et vraiment sont des gens qui ont planifié cela. D'ailleurs, ça a été coordonné sur plusieurs départements. Mais Axel Ronde, vous êtes policier, vous êtes représentant du syndicat CFTC de la police. Est-ce que vous pensez que, par exemple, le fait que vos collègues aient réussi à empêcher une des actions qui était programmée par les malfaiteurs sur la ligne sud-est, et le fait qu'ils aient délaissé du matériel, ça devrait aider vos collègues de la police scientifique à donner des éléments aux enquêteurs ? Bien évidemment, on va pouvoir relever peut-être des traces ADN. On va aussi voir quels matériaux ils ont utilisés. Hein. Est-ce que nous avons, si vous voulez, un référencement de groupuscules qui utilisent des types de matériaux pour passer à l'acte, pour faire finalement un attentat, parce qu'on peut aussi le qualifier comme cela. Donc on va pouvoir finalement retrouver peut-être assez rapidement ce groupe grâce aux nombreux éléments qui ont été laissés sur place. Ces engins incendiaires, en général, ce sont la signature de groupuscules de l'ultra-gauche. Axel Ronde, oui, alors une des pistes citées ce matin par Jean-Michel Decugis, qui est un grand reporter police du Parisien aujourd'hui en France, c'est peut-être l'ultra-gauche et même peut-être, dit-on, le Parisien en tout cas c'est son hypothèse, des complicités au sein même de la SNCF. Est-ce que, Axel Ronde, policier, CFTC Police, est-ce que cela met, je dirais, la pression davantage encore sur ceux qui ce matin sont préoccupés par la sécurité tout simplement de la cérémonie des JO? Il n'y a pas de lien a priori et pourtant tout est lié. Oui, tout est lié parce que on a eu une crainte aussi au début de matinée que ce soit pas une opération de plus grande envergure, et c'est pour ça que le préfet de police Laurent Nunez a tout de suite fait déployer au niveau des gares touchées de départ à Paris des unités spécialisées pour éviter justement qu'il y ait une autre attaque sur ces gares-là. Donc c'est une hypothèse qu'on pouvait avoir, donc elle a été levée en fin de matinée, mais on n'est pas à l'abri d'autres opérations de cette nature, même si sur Paris la capacité opérationnelle des forces de l'ordre est à son maximal. Donc on va pouvoir, espérons, parer à tout type de menaces pendant la cérémonie des JO. Ouais, évidemment, c'est ce à quoi tout le monde pense. Les lieux apparemment n'ont pas été choisis au hasard. À chaque fois, c'est des bifurcations des réseaux à grande vitesse. Ça aurait pu être gravissime. Est-ce qu'on va trop loin, Axel Ronde, si on parle d'une forme de terrorisme? Mais non, on va pas trop loin. Enfin, en tout cas, c'est du sabotage. D'ailleurs, c'est prévu par l'article 411-9 du Code pénal. Le sabotage, comme je vous ai dit, c'est une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Donc, il faut voir si ce sont des individus qui ont agi à l'intérieur du pays ou à l'extérieur aussi. Donc ça, c'est aussi les services de renseignement qui vont analyser toutes les données qu'ils ont en leur possession pour savoir d'où vient la menace. Pour l'instant, elle est écartée, celle d'une opération extérieure, mais on reste toujours attentif et l'enquête, de toute façon, évoluant, nous indiqueront exactement ce qui se passe. Donc peut-être qu'aussi le parquet national antiterroriste sera peut-être saisi. J'imagine qu'il doit être en observation pour l'instant et que c'est la Junalco qui gère ça, qui coordonne toutes les remontées des autres parquets. C'est ça, la Junalco qui a donc au sein du parquet autorité sur toute la France pour toutes ces dégradations d'associations de malfaiteurs, et en effet surveille la situation, vous venez de nous le dire, le parquet national antiterroriste. Ce serait une information s'il entrait évidemment en jeu à son tour. Merci infiniment Axel Ronde, un des représentants du syndicat CFTC de la police, d'avoir apporté ces éléments d'analyse et d'information à nos auditeurs et à Sud Radio compte tenu de la situation. On va revenir tout de suite bien sûr dans ces JO dans tous leurs états, sur les coulisses, et bien sûr la cérémonie, c'est tout à l'heure, et ça, on espère bien que ça va bien se passer. À tout de suite, restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. L'actualité des Jeux Olympiques et les coulisses des JO, c'est sur Sud Radio, les JO dans tous leurs états, préparés par Joseph Ruiz. Alors on va revenir sur la cérémonie d'ouverture en essayant de se souvenir, Joseph,
que c'est vieux les cérémonies d'ouverture. En tout cas, on va se poser la question avec une historienne de ce sujet, Sophie Dubois-Collet, qui est journaliste et historienne et auteure des 1001 secrets des JO aux éditions de L'Opportun. Joseph. Ouais, c'est assez intéressant d'apprendre et de se poser l'action, de se retourner sur les cérémonies d'ouverture. Bonjour Sophie Dubois-Collet. Bonjour. Alors, répondez-nous, depuis quand finalement est-ce qu'on a des cérémonies d'ouverture organisées au début des Jeux Olympiques? Est-ce que ça a toujours été le cas? L'Antiquité? Oui, il y avait des cérémonies d'ouverture dans l'Antiquité avec des rites un petit peu difficiles puisque les joueurs devaient prêter serment sur les entrailles d'un animal sacrifié. Mais après, aux Jeux modernes, il faut savoir que les premiers Jeux étaient confondus avec des expositions. En 1900 à Paris, c'était l'exposition universelle. Dans la presse, on ne parle pas du tout des Jeux Olympiques, on ne parle que de l'exposition universelle. Ensuite, à Saint-Louis, en 1904, c'était encore une exposition sur le 100e anniversaire de la cession de la France de la Louisiane à la France. Et en 1908 à Londres, c'était encore une exposition universelle. Donc ça commence à être vraiment une cérémonie d'ouverture pour les Jeux à part entière à partir de 1912 à Stockholm. Depuis 1912. Ok, alors le défilé doit respecter certaines traditions et règles, c'est ce que vous expliquez dans votre livre. Lesquelles, dites-nous? C'est très codifié, oui. Donc la cérémonie d'ouverture, c'est le président du comité d'organisation qui prononce d'abord un bref discours. Ensuite, c'est le président du CIO qui prend la parole et invite après le chef de l'État du pays hôte à prononcer lui-même son discours et l'ouverture des Jeux. Ouais, ça a toujours été un élément de communication. Ouais, continuez. Oui, en fait, le défilé d'ouverture, ensuite, c'est la délégation grecque qui défile en premier, parce que c'est le pays d'où sont originaires les Jeux. Mmh. Ensuite, c'est les autres pays dans l'ordre alphabétique de la langue du pays, de la ville d'accueil. Et enfin, c'est le pays hôte qui clôt le défilé. Oui, donc on voit bien qu'il y a des rites, quand même. Sophie Dubois-Collet, vous êtes historienne de ces cérémonies d'ouverture des JO. Il y a des rites très précis. Et puis, alors, il y a une question qu'on se pose, c'est que souvent la cérémonie, c'est l'occasion pour le pays hôte de faire briller son patrimoine, sa culture, son histoire, et du coup de dériver un peu vers le côté politique. On se souvient, enfin, on n'était pas nés, ni vous ni moi, mais on se souvient de 1936, des images de l'usage que les nazis et Hitler voulaient faire de Berlin. Ça a d'ailleurs donné beaucoup de souffle à cette idée de cérémonie d'ouverture. L'usage politique des cérémonies d'ouverture, c'est souvent le cas, ça a toujours été le cas ou pas ? Pas toujours, surtout pour faire briller le pays, son savoir-faire. En France, les premiers Jeux Olympiques, on n'avait pas prévu de médaille et on offrait des assiettes avec Paris. Mais celui qui a voulu vraiment leur donner une connotation politique, c'était effectivement Hitler en 1936. Il avait fait décorer le stade avec des croix gammées. Il avait même prévu des panneaux interdisant le stade aux Juifs, mais le CIO a empêché oui, bien sûr, de les mettre. Et en fait, il s'est vengé le 1er août à l'ouverture des Jeux et il a imposé le salut nazi. Ouais. Alors à Tokyo, en 1964, le drapeau était hissé à 15 mètres 21. Alors expliquez-nous pourquoi est-ce que finalement c'est encore le cas aujourd'hui? Non, en fait c'est parce que c'était en hommage à Mikio Oda, le premier champion olympique du pays dans une épreuve individuelle. Et comme l'athlète avait remporté une médaille d'or en triple saut aux Jeux d'Amsterdam en 1928, et avec justement un saut de 15,21 mètres, et ils ont hissé le drapeau pour lui à 15,21 mètres. Très, très symbolique avec le centimètre près. Hein. Oui, toujours précision japonaise. Parlez-nous de l'hymne olympique et des hymnes aux Jeux olympiques. On célèbre chaque champion évidemment avec son hymne ou l'hymne de sa patrie, de sa nation, mais l'hymne olympique, qu'est-ce que c'est, d'où il vient? Ça a un peu changé au fil du temps. En fait, l'hymne n'a pas toujours été le même, hein, et il a été imposé. Il a été composé par un musicien grec qui s'appelait Spyros Samaras, et les paroles avaient été écrites par un célèbre poète de son époque, Kostis Palamas. Et donc, il fut joué aux premières Olympiades d'Athènes. Et ensuite, le CIO en a fait un hymne officiel que en 1960. Parce que, par exemple, à Londres, en 1948, l'hymne avait été composé
par Roger Kilter. Et c'était sur un texte de Rudyard Kipling. Ouais. Et alors, dites-nous un mot simplement sur cette nouveauté. Certains ont dit une bizarrerie, ou en tout cas une grosse difficulté, puis finalement on verra ce soir si c'était un bon choix. Mais enfin, en tout cas, ça nous fait tous rêver. L'idée que pour la première fois, la France va inaugurer une cérémonie d'ouverture hors d'un stade, tout au long de ce fleuve magnifique, évidemment, Lutetia, Lutèce, l'île de la Cité, Paris. C'est vraiment nouveau, ça ? Ah oui, c'est vraiment la première fois que... Alors, il y a deux choses qui sont nouvelles pour Paris. C'est que Paris avait organisé donc les derniers Jeux, c'était en 1924. Donc, ça fait pile 100 ans. Et ça, c'est une première dans l'histoire de l'Olympisme, des Jeux Olympiques, où un pays accueille 100 ans après les Jeux Olympiques. Et la cérémonie sur l'eau, c'est aussi une première. Il n'y a aucune cérémonie qui se sont passées sur l'eau. En revanche, on s'était baigné dans la Seine. On avait fait des épreuves dans la Seine en 1900, mais par contre, on n'avait jamais fait une cérémonie d'ouverture sur l'eau. Mais après tout, la devise de Paris, c'est Fluctua nec mergitur. Exactement. Fluctua nec mergitur. On tente, et ça peut être magnifique ce soir. Qui est bousculé par les flots, mais qui ne sombre pas. C'est la devise de la ville de Paris, en effet. Merci, Sophie Dubois, collège journaliste et historienne, auteure des 1001 secrets des JO aux éditions de l'Opportun. Merci infiniment d'être venue nous rafraîchir la mémoire, nous ramener cette histoire avec ses différents aspects très, très sympathiques ou non, évidemment, de l'histoire des JO et de leur cérémonie d'ouverture. Et alors, Joseph, il faut revenir sur l'actualité, c'est en direct, et on a de nouveaux éléments, évidemment, dans la situation qui a été créée par les 5 sabotages contre des points névralgiques des lignes LGV ferroviaires de la SNCF cette nuit. Joseph Furgus. Ouais, effectivement, le parquet de Paris qui avait été saisi, on en parlait avec Axel Ronde de la CFTC Police il y a quelques minutes, et effectivement, la sous-direction antiterroriste et la direction générale de la gendarmerie vont être saisis selon les informations du la section Parisien. Terroriste de la gendarmerie. Ouais, exactement. Dans chaque lieu où il y a un acte de sabotage, les sections de recherche concernées ont été saisies par la gestion de l'enquête. Ces actions, on le rappelle, affectent déjà 800 000 voyageurs et devraient entraîner des perturbations jusqu'à la fin du week-end, a affirmé ce vendredi le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Alors bien sûr, dans un instant, avec Quentin Girard, le journal de l'actualité sportive, mais de l'actualité dans son ensemble des JO, et puis Jean-Michel Fourgousse, le président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, maire LR, droite républicaine d'Elancourt dans les Yvelines, pas loin de Paris, qui va revenir sur sa fan zone. Voilà, précisément. Est-ce qu'il ressent déjà des choses qui seraient liées à cette affaire SNCF, mais aussi, est-ce que la frénésie, ou en tout cas l'enthousiasme monte pour suivre les épreuves olympiques? On est avec Jean-Michel Fourgousse dans quelques instants. Restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio, et c'est les JO dans tous leurs états. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Avec Joseph Ruiz et notre invité Jean-Michel Fourgousse, dans quelques instants, nous allons revenir bien entendu sur la cérémonie et sur aussi ce qui se profile avec l'actualité. L'actualité, c'est, vous le savez, ces opérations de sabotage contre la SNCF et les lignes SNCF. Bonjour Quentin Girard. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors, l'actualité, donc on l'a dit, première des infos qui sont liées malgré tout au JO, parce que ça a un impact et ça met évidemment sous pression les responsables de la sécurité de la cérémonie d'ouverture ce soir. C'est la SNCF victime d'une attaque massive. La cérémonie d'ouverture ce soir et la Flamme qui a entamé son dernier relais. Le réseau SNCF est complètement paralysé depuis ce matin. On en est où pour l'instant, Quentin Girard? Alors le parquet de Paris a annoncé qu'une enquête était ouverte pour dégradation et association de malfaiteurs. À l'heure actuelle, les autorités n'ont procédé à aucune interpellation. Une cellule de crise est en cours au ministère des Transports où vient d'arriver le Premier ministre Gabriel Attal. C'est à l'instant. Et selon le Figaro, la piste de l'ultra-gauche serait privilégiée. Le mode opératoire utilisé pour perturber le réseau est similaire aux actions de revendication de cette mouvance, ce qui peut rappeler notamment l'affaire de Tarnac en 2008. Oui. Alors je voudrais une précision aussi de Joseph Ruiz. Le parquet, on peut peut-être préciser les évolutions, les citations au titre desquelles il se saisit le parquet national anti-mafia. Ouais, exactement. Le parquet de Paris annonce dans un communiqué ouvrir une enquête pour des chefs de détérioration de biens communs de nature à porter atteinte
aux intérêts fondamentaux de la nation, dégradation et tentative de dégradation par moyens dangereux en bande organisée et atteinte à un système de traitement automatisé de données en bande organisée. Et la dernière information, ce sont les informations du Parisien. La sous-direction antiterroriste et la direction générale de la gendarmerie nationale ont été saisies dans l'enquête sur les actes de sabotage visant la LGV. Merci. Alors, Quentin Gérard, il faut revenir aussi sur l'heure, le moment où ça s'est déroulé. Oui, c'était cette nuit entre 1h et 5h30. 5 dégradations en tout ou tentatives auraient été commises. Aucune circulation, ce qu'on sait pour le plus récemment, aucune circulation à partir de la gare de Montparnasse n'aurait lieu jusqu'à 13h. C'est tout à l'heure, mais ça peut encore évoluer. Les voyageurs affectés seront intégralement remboursés, indique la SNCF. Plusieurs trains qui relient Paris et Londres sont annulés, a aussi annoncé la compagnie Eurostar. Beaucoup de retard pour les trains qui viennent de l'Ouest, avec Rennes, Nantes ou Tours. Au total, 800 000 voyageurs seraient concernés et les perturbations pourraient continuer tout le week-end. Tous les départs en vacances sont concernés. Si vous prenez un train, surtout donc nord, est et surtout l'ouest vers la Bretagne. Joseph. 800 000 voyageurs concernés. Quentin, quelles sont les zones qui ont été touchées? Alors, il y a l'Eure-et-Loire avec un incendie volontaire au niveau de la ville de Courtalin. À côté de Nogent-le-Rotrou. Oui, tout à fait. Des câbles coupés et incendiés aux environs d'Arras, entre Lille et Paris. Des actes de sabotage entre la gare de Meuse et la commune de Lamorville dans le Grand Est. Et des tentatives de dégradation, pour le coup ici déjouées, sur la ligne sud-est. Alors, je sais que c'est un peu compliqué, Quentin, mais on va essayer de revenir aux festivités, comme on va le faire dans quelques instants avec Jean-Michel Fourgouze, président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, avec la cérémonie d'ouverture qui va démarrer aujourd'hui, Quentin. Oui, c'est ce soir à 19h30 et ça va durer 3h45. 45 000 forces de l'ordre sont mobilisées pour l'occasion. Une parade fluviale sur la Seine avec un parcours de 6 km, pas moins de 85 bateaux sur lesquels seront 6 000 à 7 000 athlètes. 320... Ça, c'est pour les bateaux des athlètes, parce qu'il y a tous les autres bateaux des artistes. Ça fait 200 bateaux en tout. Oui, en tout. Alors, 326 000 spectateurs sont aussi attendus. 3 000 danseurs, musiciens et comédiens, avec notamment Aya Nakamura, Juliette Armanet, Philippe Catherine, mais aussi Céron. Et ouais, Céron, bien sûr, qui fait partie de la playlist, et puis d'autres encore, Quentin. Oui, et d'autres encore. Et puis, on n'oublie pas Lady Gaga et Céline Dion, qui devraient normalement être là aussi. On l'espère, et la flamme olympique qui entame son dernier relais. Oui, il est encore pour le moment en Seine-Saint-Denis. En ce moment, c'est la journaliste Vanessa Lemoine qui la tient. Il y a quelques minutes, c'était le rappeur MC Solar qui l'a passé, notamment au rappeur américain Snoop Dogg, peu avant midi. Elle rejoindra la Flamme à Paris en fin d'après-midi, puis les bords de Seine pour la cérémonie. Toute la question est de savoir qui sera ce dernier relayeur, ce fameux. Tony Estanguet ne l'aurait même pas annoncé au principal concerné. C'était ce matin, il l'annonçait aussi sur France Inter. J'ai prévu de prévenir effectivement le dernier relayeur aujourd'hui pour essayer de garder cette confidentialité. J'ai retenu au moment où on se parle, c'était très difficile. Au moment où on se parle, il ou elle ne sait pas. Exactement. Alors, Quentin, Tony Estanguet maintient le suspense parce qu'il y a d'autres noms qui sont cités. Oui, notamment Zinedine Zidane, Marie-Josée Pérec, Martin Fourcade ou encore Thomas Pesquet. Donc suspense encore. Voilà, suspense on va nous accuser total. d'en faire trop sur cette cérémonie d'ouverture, bien sûr, mais enfin, c'est pas tous les jours tout de même que la France aura des milliards de téléspectateurs qui focaliseront sur Paris, même si on l'a vu au moment de l'incendie de Notre-Dame, Paris est adoré dans le monde et on connaît Paris bien sûr, mais là ça va être quand même exceptionnel, vous nous pardonnerez d'y revenir. Alors on va continuer, Joseph, avec évidemment ceux qui veulent, y compris à Paris même et autour dans la région parisienne, assister aux épreuves, et pour ça il y a aussi les fan zones. Et il y en a une en particulier, elle est du côté de Saint-Quentin en Yvelines. On est avec le maire d'Elancourt, Jean-Michel Fourgouze. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un grand jour pour vous parce que ça y est, la fan zone va ouvrir. Alors expliquez-nous un peu comment elle va se matérialiser et ce qu'on va pouvoir y trouver. Écoutez, d'abord, donc Saint-Quentin, c'est 4 sites olympiques. Le VTT sur la colline d'Elancourt, qui est la colline la plus élevée d'Île-de-France, le golf national qui est déjà très habitué à ce genre d'événement, avec la Ryder Cup qui a déjà été bien sûr, qui a fait plus d'1 milliard de vues quasiment. Il y a le Vélodrome national qui aussi a déjà vu beaucoup de championnats du monde.
voilà, et le BMX. Et alors, bien sûr, quand on a 4 sites comme ça, bien sûr, on est obligé d'avoir une fan zone. Et c'est le cas parce qu'il faut que tout le monde puisse voir ces 4 événements. Donc, écoutez, c'est une zone bien sûr où on a des très gros écrans avec des sons de haute qualité, avec des animations sportives quand même assez extraordinaires, des conditions conviviales pour manger, pour s'amuser pendant tout, bien sûr. Et vous attendez combien de personnes, Jean-Michel Fourgos, sur cette fan zone? Eh ben écoutez, on nous a limité à ça dans cette période un petit peu de tension, un petit peu de tension, voilà, on va dire ça comme ça. On a limité à 5000. On peut faire beaucoup plus, mais on nous a limité à 5000. Bon, bah écoutez, et vous pensez que ce sera plein, évidemment? C'est déjà plein. On a dû réserver sur Internet, donc c'est déjà le cas. Alors il y a trois en plus pendant ces jours d'ici le 11, il y a 3 orchestres, notamment demain soir le premier, donc c'est Offenbach qui a d'ailleurs tout de suite. C'est pas n'importe qui, hein. C'est un des artistes les plus écoutés dans le monde entier. Oui, mais de toute façon, la règle du jeu, c'est bon, faut faire un peu ce qu'il y a de mieux en ce moment. Donc voilà, ils vont avoir la chance de voir des émotions, je dirais des sensations quand même de haut niveau. C'est la première fois que quand même on organise un événement aussi festif, aussi avec des acteurs quand même. Puis bien sûr de voir tous les sportifs. Et là, ça c'est très important. C'est nous on se bat pour que, vous savez, le sport c'est un mode d'emploi de la vie, parce que ça vous apprend les valeurs, qui vous servent à gagner dans la vie. C'est le goût de l'effort, la discipline, la méthode, le respect de l'autre. Et quel rapport avec la fan zone là? C'est qu'on fait une fan zone parce que tous les sports que l'on va montrer, c'est pour augmenter l'envie de faire du sport. Ouais. Parce que la finalité des collectivités locales qui s'engagent là-dedans, c'est pour augmenter. Parce que c'est extraordinaire. Dès que quelqu'un pratique du sport, mais il va mieux. C'est que c'est le meilleur anxiolytique au monde, le sport. Effectivement, ça va potentiellement permettre à certains aussi d'accéder au sport. Après, voilà, on le voit avec cette situation très tendue, avec ces attaques que subit le réseau SNCF. Ça va être un véritable défi sécuritaire. Voilà, quel est le dispositif? Vous avez renforcé la sécurité ce matin? Comment? Vous avez renforcé votre sécurité ce matin? Écoutez, on a le prototype de la sécurité du futur à 50 ans de Yvelines. C'est-à-dire qu'on a déjà un projet de commissariat qui est en cours, qui est interconnecté avec des drones, avec bien sûr l'ensemble des voitures qui sont interconnectées, les policiers, avec plusieurs commissariats qui travaillent ensemble. C'est en même temps un test pour nous, donc pour bien faire évoluer les doctrines également de sécurité. Et la question que nous vous posions, 2000 personnes. La question que nous vous posions, monsieur le maire d'Elancourt, et donc qui avait coordonné notamment ce travail pour cette fan zone, c'est est-ce que ce matin les événements de la SNCF vous ont amené à être un peu plus sensible, je dirais, et un peu plus concentré? Écoutez, on s'est renseigné auprès de la SNCF, ce que l'on sait, c'est que bien sûr que c'est pénalisant, mais en fait, ça pénalise pas trop les JO. Par contre, ça peut freiner un petit peu les gens qui partent en vacances, qui vont effectivement devoir différer donc certains types de transports. Mais nous, on n'est pas trop et on se tient bien sûr au courant heure par heure, vous en doutez. C'est comme le climat, bien sûr, c'est comme les transports. Bon, c'est très important pour faire réussir cet événement. Donc pour l'instant, on ne mesure pas, je dis bien pour l'instant, on ne mesure pas d'effets secondaires. Sur une fan zone, il n'y a pas. Par exemple, vous voyez, parce que 5000 personnes. Non, mais je vous pose la question parce que ce matin, notamment sur Sud Radio, certains disaient attention, ça peut être le premier acte d'action peut-être un peu plus malfaisante, avec notamment en bloquant les gens dans des sites particuliers, une menace supplémentaire pour créer de l'affolement, par exemple. Et donc on peut se dire que les agents responsables de la sécurité d'un lieu comme une fan zone des Jeux Olympiques soient un petit peu fébriles ou en tout cas un peu plus concentrés à la suite des attaques contre la SNCF ce matin. C'était ça l'objet de la question. Mais je comprends que vous soyez prudent. Vous voulez pas affoler et vous voulez pas gâcher la fête. Non, mais on va pas se nier que il peut y avoir
Mais dans nos prévisions, on pouvait avoir 10-20%, peut-être 25%, je sais pas, en moins. Mais pour l'instant, avec la SNCF, on dit que notre territoire n'est pas directement touché. C'est-à-dire, vous les avez cités tout à l'heure, c'est bien sûr des trains qui concernent plus le sud-ouest. En tout cas, merci infiniment Jean-Michel Fourgous. De Paris, nous, hein, voilà. Bien sûr, Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est tout près. Merci Jean-Michel Fourgous, président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, maire droite républicaine d'Élancourt dans les Yvelines. Merci pour ces informations sur cette fan zone. Il y en a une autre aussi au nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, une fan zone où il y a même une très grande tour qui permettra d'avoir une vue très très loin. Merci à tous et on se retrouve tout de suite pour la suite des JO dans tous leurs états. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Pour la santé. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. L'actualité des JO, les coulisses des JO, c'est sur Sud Radio avec les JO dans tous leurs états, tous les jours de 12h à 13h et puis vers 17h, les vraies voix des JO avec Christine Bouillot. Mais aujourd'hui, vous le savez, l'actualité c'est cette attaque massive contre la SNCF. Ce sont les propres mots du président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, et puis attaque massive aussi finalement contre les usagers et contre ceux qui partent en vacances aujourd'hui avec des trains. On le verra dans quelques minutes avec Clément Harion en direct de la gare Montparnasse. Ce que je peux vous dire, c'est que le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu sur place et il est en train de donner une conférence de presse. Nous entendrons sans doute le Premier ministre à 13h ou à 14h sur Sud Radio. On va revenir maintenant sur l'actualité sportive des JO. Bah oui, puisque c'est parti depuis 2 jours. Le handball féminin, le football féminin et puis le rugby à 7. Et là, après avoir un petit peu eu peur, ça va mieux, Joseph. Ouais, ça va un peu mieux, ça va même beaucoup mieux parce qu'on est qualifié en demi-finale du rugby à 7 et grâce à cet exploit contre l'Argentine, on est avec Julien Thomas, notre consultant rugby Sud Radio. Bonjour Julien. Bonjour à toutes et à tous, comment ça va l'équipe? Ça va très bien, surtout quand on est avec nous. Quand on est en demi-finale des Jeux Olympiques, on a failli quand même être éliminé avant la cérémonie d'ouverture, Julien. Est-ce qu'on peut quand même parler d'exploit en battant l'Argentine? D'exploit, honnêtement non, parce que j'avais confiance et j'ai confiance en cette équipe de France qui monte en puissance. C'est vrai qu'on avait un petit moment de doute justement par l'ampleur peut-être de l'événement quand on les a vus en phase de poule, pas jouer libéré, pas jouer leur rugby total. Et c'est vrai que là maintenant qu'ils sont rentrés dans les quarts de finale comme ils l'ont fait face aux Argentins, numéro mondiaux quand même, qui sont des niveaux très importants. On a vu que là on a vu le vrai visage de cette équipe de France qui nous a fait vraiment plaisir hier soir. Ouais, c'était vraiment bouillant, il y avait une ambiance incroyable du côté du Stade de France qui est monté pendant les 2 premiers quarts de finale et finalement qui a explosé. Il y a eu du Johnny Hallyday, l'ambiance elle était incandescente et la première période a vraiment été différente des 2 premiers matchs. Julien, pourquoi, comment expliquer ça alors qu'il n'y avait même pas Antoine Dupont au début du match? Non, Antoine Dupont était sur le banc, c'était l'impact player, on va dire, pour la seconde période, comme on avait vu sur les matchs précédents. Mais par contre, c'est une équipe de France qui est rentrée avec plus de détermination. Ça, c'est évident. Elle a gagné tous ses duels, elle a tenu le ballon sur la première période. 21-0 quand même. 3 essais. 3 essais en première période, ce qui est une première mi-temps remarquable. Dû aussi à être plus libéré quand on passe en phase finale comme ça. C'est un match éliminatoire. Soit ça passe, et bien on continue l'aventure, soit on rentre, on fait les valises, on rentre à la maison. Ce sera pas le cas. Donc voilà, ça sera pas le cas. C'est dans le dernier carré, c'est fait. Il y a eu une seconde période par contre un peu plus indécise du fait que les Argentins sont revenus dans le match à 7 points avec ce carton jaune dont on a écopé, mais libéré encore une fois par Antoine Dupont sur le dernier essai. Ouais, ça avait déjà été le cas sur un autre match que les Bleus prennent un carton jaune et finalement qui tiennent bon et qu'ils arrachent cette qualification. Un dernier mot, on va affronter l'Argentine on va affronter l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est fait. On les a vus les Argentins. L'Afrique du Sud qui a fait tomber la Nouvelle-Zélande et là aussi c'est une énorme surprise, Julien. Oui, celle-là, par contre, c'est une surprise, une réelle surprise. Les All Blacks qui étaient sereins, maîtres de leur jeu jusqu'à présent.
et les Sud-Africains meilleur troisième qualifié. Et puis ils ont sorti cette équipe All Black avec une grosse défense, comme on connaît des Sud-Africains. Et là, par contre, je pense que ça va être un match qui va être rude dans l'intensité, dans les défis physiques d'un contre un qu'on va pouvoir voir demain sur la pelouse du Stade de France. Julien Thomas, merci infiniment. Vous êtes le consultant rugby de la radio du rugby Sud Radio. Merci d'avoir été avec nous là en direct. Alors, merci, Julien. On parlait à l'instant avec Joseph Ruiz des fan zones en Ile-de-France. On va aller voir une petite fan zone en quelque sorte. Et là, on va descendre un peu plus loin à Perpignan. Bonjour Thomas Géron. Thomas, vous êtes... pardon Thomas, excusez-moi. Thomas, vous êtes gérant de l'Arena Bar à Perpignan. Tout à fait. Bonjour à tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous avez organisé ? Vous ouvrez tôt, vous fermez tard pour suivre les JO. C'est une fan zone, votre bar, finalement ? On est une fan zone permanente du sport en général et des JO en particulier pour les 15 prochains jours. On est ouvert exceptionnellement 7 jours sur 7 avec un dispositif qui va nous permettre de suivre jusqu'à 5 événements simultanés de 11h du matin jusqu'à la fin des épreuves. Oui, alors dites-nous, quelle est l'ambiance à Perpignan autour des Jeux ? On s'en moque, on s'y intéresse. Comment réagissent vos concitoyens à Perpignan ? Bon, pour l'instant, les Jeux n'ont pas vraiment commencé. À part, on est une terre de rugby, donc on a commencé à suivre les exploits de notre équipe à 7. Mais on espère que les stars françaises seront au rendez-vous, notamment le judo avec Teddy, Clarisse et toutes les autres chances de médailles. On compte aussi sur Léon Marchand pour sa consécration en natation. Tous les sports co aussi qui vont nous amener beaucoup de monde. On sait que les sports co, si on arrive aux demi-finales, que ce soit le handball, le volley, le basket, avec ces joueurs incroyables, vont nous amener. Mais aussi, nous, on est un vrai sport bar et du coup... On n'a pas que les sportifs français qui vont être suivis. On compte sur l'athlétisme avec du Duplantis qui on espère va atteindre des sommets. Thomas, vous êtes installé où à Perpignan ? Dites-nous. On est boulevard Clémenceau, donc en plein centre-ville. En plein centre-ville, bien sûr. Et vous dites quoi aux Bleus ? Alors, au fond, parce qu'on entend toujours parler de Paris et ça doit vous saouler à un moment donné d'entendre parler de Paris. C'est toute la France quand même qui accueille, on le sait bien, Marseille, Nantes, Lyon, partout, Lille, Châteauroux, où on accueille les JO. Oui, nous aussi à Perpignan, on va accueillir les JO, on va les suivre parce que quand même on a quand même des locaux. On est habitué avec Martin Fourcade, la légende des hivers, qui est un Catalan, et on espère que nos Catalans vont performer. Petite pensée pour Théo Forner, qui est le joueur de rugby à 7 qui est blessé et qui ne pourra pas finir le tournoi, le seul véritable Catalan de naissance. Et puis après, tous les autres, Jefferson, Lee Joseph et Jean-Pascal Barak au rugby à 7. Ouais. Notre breakdancer Dani Dan. La lecatoise Nanaconda, qui est la skateuse, la Benjamine de cette équipe de France. Vous savez que on espère qu'ils vont performer aussi. On adore, Thomas, quand par exemple les patrons d'entreprise ou les patrons de bistrot comme vous, à l'Arena Bar à Perpignan, sont comme de véritables correspondants sur place sur les territoires de Sud Radio. Merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir rendu hommage ainsi pour ces JO à vos sportifs qui sont issus du coin de Perpignan et des Pyrénées-Orientales. On vous rappellera et vous nous direz un peu comment ça se passe chez vous, l'Arena Bar dans le centre-ville de Perpignan. Une véritable fan zone, on le disait. On va être obligé de revenir que c'est corrélé à l'appel à la prudence du Premier ministre lui-même, Joseph Gabriel Attal, qui prenait la parole il y a quelques minutes à propos de ces attaques massives contre la SNCF. Effectivement, le Premier ministre qui rappelait qu'aucune revendication pour le moment n'a été déclarée. Il dit que la mobilisation est totale. L'enquête commence, a-t-il ajouté, répétant que l'ensemble de nos services sont mobilisés pour traquer, retrouver et évidemment punir les auteurs. Oui, et donc le Premier ministre qui appelait les Français à la prudence, certains considèrent qu'il vaut mieux éviter, au fond, de rejoindre les gares où il y a évidemment des foules qui s'amassent puisque les trains sont retardés d'1h30 à 2h. On va aller gare Montparnasse, qui est la gare la plus
plus touchées au fond à Paris, celles qui desserrent l'Ouest, Rennes, Le Mans, Brest, Vannes, Bordeaux. Avec Clément Arion, vous êtes en direct, Clément. Est-ce qu'on a des éléments nouveaux? Par exemple, on nous avait dit que dans 5 minutes, eh bien, les trains repartiraient. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Clément Arion? Alors Thierry, ce n'est pas le cas. Les trains n'ont toujours pas repris. Il y a un petit train annoncé en direction du Mans sur le tableau d'affichage, mais c'est tout pour le moment. Il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à rentrer chez eux. Il y a aussi des gens qui cherchent d'autres solutions. Certains se coordonnent pour un covoiturage ou même pour louer une voiture. Voilà. Pas de fébrilité particulière. Les gens réagissent comment à cette situation alors même qu'ils partaient en vacances? Oui, beaucoup de Parisiens voulaient quitter la capitale, notamment le jour de cette cérémonie d'ouverture. Et ben, ils se retrouvent complètement bloqués. Pour le moment, voilà, toujours beaucoup de calme autour de la gare Montparnasse et aussi à l'intérieur. Tout le monde est sur son téléphone, essaye de trouver une solution et beaucoup attendent des informations supplémentaires de la part de la SNCF. Donc confirmation en direct sur Sud Radio, on nous a promis de nouveaux trains, en tout cas les trains repoussés à partir de 13h et pour l'instant les tableaux d'affichage, nous disait Clément Arion, on ne donne pas beaucoup de trains supplémentaires. On poursuit sur ces sujets bien sûr avec vous Joseph Ruiz parce qu'il y a des informations nouvelles ce matin. Gabriel Attal justement annonce un nouveau plan de circulation et dit le Premier ministre qu'il existait d'ores et déjà un nouveau plan de circulation en préparation qui sera fourni dans l'après-midi avec des solutions. Évidemment, un plan de circulation des trains. Un plan de circulation des trains, exactement Thierry, qui sera fourni donc dans l'après-midi avec des solutions alternatives mais des retards sur un nombre important d'axes ce week-end. Et puis alors une réaction politique à l'instant. Elles arrivent et Marine Le Pen qui pointe à la mouvance d'extrême gauche dans un tweet. Elle dit des centaines de milliers de Français s'apprêtaient à partir en vacances. Ils sont bloqués dans les gares suite à une série d'actes de destruction contre les réseaux de la SNCF. Eh bien écoutez, on se retrouvera évidemment sur Sud Radio dans les heures qui viennent, les minutes qui viennent, pendant tout le week-end. On évoquera les suites bien entendu de cette actualité et puis à partir de lundi 10h-13h les débats de l'été. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Je vous souhaite à tous et à tous un très bon week-end. Je vais remercier Jamel Abdelhak, Marie Faye, Thibaut Sadler, Joseph Ruiz bien sûr et Amélie Béguin pour cette matinée 10h-13h qu'ils m'ont aidé à préparer ou qu'ils